Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, reprendre vos places pour qu'on puisse continuer un peu notre rencontre? Alors ici, nous abordons donc la deuxième partie qui est une partie intermédiaire et qui est consacrée ou qui est réservée on va dire à la présentation du Rwanda ancien. Mais une présentation du Rwanda, on ne va pas ici faire l'histoire du Rwanda, vous le comprenez. Ce sera une présentation qui est faite par Antoine Mugesera, auteur du livre La désintégration Rwanda, désintégration d'une nation, et puis la vie des Batutsi des années 60 à 90, et puis par Tangasa Thérèse. Alors, ils vont parler successivement. C'est d'abord Antoine Mugesera qui va parler du Rwanda ancien jusqu'aux années 60. Et puis Thérèse, elle va parler peut-être des années 50 à 70. Ce sera la période la plus courte, mais en insistant tous les deux, je leur demande de faire d'abord des très brefs et de se concentrer sur ce qui, de leur point de vue, répond aux questionnements que les plus jeunes se posent ou les questionnements qui émergent des témoignages que nous venons d'entendre. Alors, je leur demande d'être très bref pour permettre après une discussion aussi avec la salle, vous donner la parole, vous permettre aussi de poser vos questions, ceux qui ont des questions, et de proposer des réponses parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres Rwandais dans la salle qui ont aussi quelques pistes de réflexion ou qui ont des réponses à suggérer sur qu'est-ce qu'il faut transmettre, qui transmet et quoi et comment. Voilà, maintenant la parole est à vous, Antoine. Merci, je vous remercie. Je voudrais dire merci d'abord à cette grande institution qui m'a invité. C'est la première fois que j'arrive ici. Je viens à Kigali, j'écris des livres comme ça. C'est tout. J'ai vécu ce processus de génocide. Je suis né avant la haine, avant le génocide, avant le racisme. Je suis né avant. J'ai 96 ans. Donc j'ai vécu une autre époque qui n'est pas celle-ci. Le Rwanda d'abord. Un peu de moi. Le Rwanda, c'est une vieille nation, État-nation. Plus de 15 siècles, 20 siècles. C'était ici, si on peut vous dire autant, c'est du temps de Jeanne d'Arc, du temps de Saint-Louis, le Rwanda existait comme État, État-nation. Il n'a pas été créé par la colonisation, c'est un État qui existait, avec des institutions politiques, économiques, sociales, tout. On dirait le pays qui a été colonisé le dernier du reste. C'est un État qui existait, il n'a pas été créé par la colonisation du tout. Au contraire, la colonisation a des boulonnais. Nation, ça veut dire une population qui a une même culture, même valeur, même langue, même compréhension, même mythe et même rite. Nous avions tout, les Rwandais avaient tout. C'est un peuple nation. Nation, c'est-à-dire les gens qui ont conscience de vivre dans une seule nation, dans un seul pays. Nous partageons tous les mythes. Mais une nation, à force de vivre longtemps, nous avons eu au moins plus de 30 rois qui ont régné d'une façon ininterrompue sur la même nation. C'est un pays qui a, à force de vivre comme ça longtemps, le pays s'était hiérarchisé. Il y avait des hiérarchies dans la société. Encore, le pays s'était spécialisé. Les paysans, les Rwandais, certains pratiquaient plus l'élevage bovin, les vaches. Dans une société traditionnelle, c'est un capital immobile. Plus vous en avez, c'est comme maintenant, comme vous avez beaucoup d'argent. Les vaches, c'est comme de l'argent. Et c'est ce qui avait les vaches qui avaient pu être au sommet de la société, parce qu'ils avaient les moyens. Ici, en France, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Chez nous, les vaches, c'est le nerf de la guerre. Plus vous en avez, plus vous avez une main-d'œuvre gratuite qui vous suit, et qui vous suit avec la vache. Quand vous parvenez à conquérir un territoire, on vous dit, monsieur, commandez ce territoire, parce que vous avez participé beaucoup à la conquête de ce morceau de territoire.
Et parmi eux, c'était les Tutsis, ceux qui étaient spécialisés dans l'élevage de bovins, dans les vaches. On faisait les vaches. C'était... Voilà, le Rwanda s'était hiérarchisé en termes économiques et en termes politiques. En termes économiques, c'est intéressant. Le terme Hutu signifie dans le langage de Bantou, signifie pauvre. Si parmi vous, il y a des historiens, j'espère qu'il y en a, il y a un Américain, Bansina, professeur Bansina. Il a écrit, il avait vu ça, que Hutu, ça veut dire pauvre, les gens pauvres, classe pauvre. On appelle ça Hutu. Moi-même, j'ai été au Congo, Congo-Kinshasa. J'ai été dans le Bas-Congo, si vous connaissez, tout près de l'océan Atlantique. J'entendais des paysans qui parlaient de Hutu. Je demandais, c'est quoi Hutu? Ils me disaient, mais pauvre, non? J'ai demandé, est-ce que vous pouvez me donner preuve que Hutu, ça veut dire pauvre. Ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie, c'est pauvre. Oui, allez voir dans la Bible, l'ancienne Bible enseignée par les Portugais. Dans le Bas-Congo, ce sont les Portugais qui ont enseigné au XVIe siècle la religion catholique. Ce sont eux qui ont écrit bien les pauvres. Si vous, parmi vous, il y a peut-être des catholiques, il y a des béatitudes. On dit bien les pauvres. Et le mot pauvre est traduit par Putu. Putu, ça veut dire pauvre. Tout ça veut dire élevé, tout simplement. Élevé de vache, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14. Mais nous avons un problème avec la colonisation. Quand la colonisation est venue, il a dit Rwandais. Vous avez des Hutus, vous avez des Twa, vous avez des Tutsis. Mais vous n'avez pas la même origine. Certains d'entre vous viennent d'Éthiopie, d'autres viennent du Tchad, d'autres viennent d'ailleurs. Vous n'êtes pas arrivés au même temps, ici. Vous êtes arrivés à des dates différentes. Vous êtes différents, vous êtes de races différentes, vous êtes d'ethnies différentes. Ils ont dit que nous sommes différents. Les Rwandais, en s'appelant Tutsi, Hutu, Twa, n'avaient pas notion de race. Chez nous, on n'avait pas notion de race, évidemment. Ils n'avaient pas notion d'ethnie. Quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont dit que nous sommes des races différentes. Et j'étais venu aujourd'hui, si on avait le temps, pour vous montrer les pièces qu'on nous a données. Les pièces d'identité. Ça, c'est une pièce d'identité pour les figer. Hutu, toi et Tutsi, et dit race. Tu vois, race. Hutu, toi et Tutsi, et race. Ça, c'est une pièce, tu te promets avec cette pièce, race différente. On se permet de savoir qui est de telle ou telle race. Hutu est race, Tutsi est race, toi est race. Ici, ça c'est Deuxième République, on avait dit ce n'est pas une race. Hutu, toi, ce n'est pas une race, c'est une ethnie. Alors on nous a donné des pièces d'identité, on portait ça chaque jour. Comme j'ai mon passeport maintenant, vous avez. Non, ce n'est pas. On a abandonné le terme race, on a dit ethnie. Voilà, on nous a donné des pièces comme ça. Ethnie. On a dit que nous sommes des ethnies différentes. En réalité, non. Nous avons tout ce qui caractérise l'ethnie, nous le partageons au Rwanda. Tout. Même culture, même langue. Et nous avions des mythes qui disaient que nous avons un ancêtre commun, Kanyarwanda. On disait chez nous. Mais quand la colonisation est arrivée, elle a dit non, vous ne venez pas du même pays, vous avez des origines différentes, vous êtes des races différentes, vous êtes différents de toute façon. Et après, avec la République, ils ont dit non, ce n'est pas tout à fait une race, ce sont des ethnies, ils ont corrigé. Mais c'était aussi faux. Je voulais vous montrer une pièce du temps colonial. Ça, c'est la carte d'identité du temps colonial. C'est ce qu'on nous a donné. Ici, ils étaient un peu embêtés. Ils voyaient que nous ne sommes pas... Ils avaient mis deux termes. Il avait le terme Ubwoko, ça veut dire clan. Est-ce que on connaît le système de clan? Clanisme, clan. C'est comme totem, clan, c'est ça. Oui, alors, les Belges, ça c'est une carte d'identité du Rwanda au Burundi. Avant l'indépendance, nous avons le terme clan. Un parlait de race, l'autre parlait d'ethnie, l'autre parlait de clan. C'était toute une confusion. Mais ça nous a joué ça retour. Mais c'était race. Voici une pièce qui dit que nous sommes races différentes. Voici une autre qui parle d'ethnie différente. Voici une autre qui parle de clan. C'était une confusion incroyable. Donc, et tous les Rwandais qui sont allés à l'école coloniale, ils ont appris ça. Ils ont mémorisé cette... Non, nous sommes de races différentes, nous sommes d'ethnies différentes, nous sommes d'origines différentes, nous sommes arrivés au Rwanda à des époques différentes. Tout ça veut dire une race, tout ça veut dire une race, toi ça veut dire une race. Et ça,
causé des maladies que nous connaissons maintenant. Bon, et le colonialisme alors, il a introduit un virus dans notre site social. Il a dit, maintenant, nous avons collaboré avec une certaine catégorie de Rwandais. Ils ont favorisé une fraction, une petite fraction, 10 000 personnes en tout, une fraction de Tutsis. Ils ont collaboré avec le pouvoir colonial belge. Ils ont collaboré avec le pouvoir colonial. C'est toujours embêtant parce que le pouvoir colonial, c'est un pouvoir oppresseur. Je ne sais pas si vous connaissez la colonisation. C'est un pouvoir d'abord oppresseur, un pouvoir d'oppression. Il y a des corvées, il y a des fouets, vous connaissez, on tape ici Rodo, ici, il y a toute une histoire. Travaux obligatoires. Et ça, il y a une fraction de Tutsis qui travaillent avec la colonisation pour imposer des travaux obligatoires. Et ça a été catastrophique, bien sûr. Et on a retiré de l'administration tout Hutu. Je ne sais pas si la France a fait ça, je ne pense pas. Hein? Il l'a fait, la France? Jamais. Je ne pense pas. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de France, mais je ne pense pas que dans ces colonies, il y a une catégorie de gens qui a été exclue du pouvoir administratif et politique colonial. Au Rwanda, avec la colonisation belge, nous avons eu une catégorie de gens qui ont étudié, qui étaient exclus du pouvoir administratif et politique de cette époque. Et ça a été catastrophique comme conséquence. Bon, vers les années de l'après-guerre, ici on parlait de l'après-guerre, il y a eu écho d'indépendance. Indépendance dans le monde entier, vous connaissez, c'est l'Asie, ce courant est venu d'Asie. Asie, Indochine, devenue indépendante. La Chine, la guerre révolutionnaire en 1949, l'Indonésie en 1948, 1949, comme ça. Il y a eu écho d'indépendance. En Afrique aussi, la Tunisie, la guerre d'Algérie, tout ce processus. La Tunisie, le Maroc, ils sont devenus indépendants avant le Rwanda et le Congo belge. Au Congo belge, on parlait de 30 ans d'indépendance. C'est la fraction dirigeante de Tutsis, principalement, qui avait joué le rôle, qui avait participé à la gestion de l'économie coloniale, avec le pouvoir colonial, a dit oui, l'indépendance, nous voulons notre indépendance. Les idées d'indépendance, de liberté, d'évoluer étaient nées. On a parlé d'indépendance. Cette fraction qui a parlé d'indépendance, qui avait collaboré avec le pouvoir colonial, n'a pas su jouer les pions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a brusqué le pouvoir colonial belge. Le pouvoir colonial a dit, messieurs, nous vous avons favorisé, messieurs, nous vous avons mis sur les postes d'administration politique, administrative. Maintenant, vous réclamez l'indépendance. Nous avons rejeté dans les oubliettes l'élite Hutu. Maintenant, nous allons collaborer avec cette élite Hutu. L'élite Hutu qui avait été rejetée dans les oubliettes, il a été repêché. Il a dit, nous allons collaborer avec le pouvoir colonial. Pourquoi? Parce que nous ne réclamons pas l'indépendance. Nous allons protéger les intérêts belges. Nous allons protéger les intérêts de l'Occident. Nous allons vivre avec les Occidentaux. Mais nous allons prendre le pouvoir. Oui, on a fait une nouvelle alliance. On a rejeté la vieille institution, la vieille fraction Tutsi, qui avait collaboré avec le pouvoir colonial. Ils ont repêché une nouvelle élite Hutu. Ils ont dit maintenant, nous vous mettons au pouvoir, mais protégez nos intérêts. Ce n'est pas les intérêts belges au Rwanda seulement, les intérêts belges dans l'Afrique centrale, au Congo belge principalement. C'est un pays riche, extrêmement riche. Il fallait, hors le Congo, avec l'indépendance au Congo, ça avait été catastrophique. Il y avait des émeutes, on chassait du blanc, on faisait des sécessions, ça n'allait pas. Il fallait avoir une tête de pont pour aller au Congo. On a voulu collaborer avec l'élite Hutu du Rwanda pour garder le Rwanda comme tête de pont, pour arriver à protéger les intérêts au Congo et au Rwanda, au Burundi, en Afrique centrale. Il fallait garder cette tête de pont, ce point d'appui. Et c'est comme ça que ça a joué. On a rechassé tout, non pas seulement les Tutsis qui avaient participé à l'administration, mais tout Tutsi. On a incendié ces maisons, on a chassé du pays, on a traité de citoyens de seconde zone. Le même Tutsi qui est dans le pays, on a mis en place une idéologie ethniciste
parce qu'on avait inventé, cette fois-ci, les TINI. On avait inventé les TINI. On a dit, c'est cette idéologie qui est à l'origine des génocides. Le génocide, c'est un processus qui est né progressivement, qui est né à partir des années 57-58. Il n'existe pas avant. Non, ça n'existe pas du tout. C'est un processus récent qui a été enseigné, appris et pratiqué, mis en pratique. C'est un processus. Ces Hutus qui ont participé au génocide ne sont pas nés avec l'idéologie Hutu. Non, ils ne sont pas nés avec l'idéologie génocidaire. Ils l'ont apprise, cette idéologie, ils l'ont mis en pratique. Je crois que tout pouvoir peut corrompre son peuple. Je crois que tout pouvoir peut le faire. Corrompre son peuple et le rendre des génocidaires, je pense. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas civilisé, non. Ce n'est pas parce qu'on était... Non, les nazis étaient civilisés. Ce n'est pas parce qu'on était condamné. Le génocide n'était pas une fatalité. C'est un processus génocidaire qui a été mis en place par le pouvoir en place. Et le peuple ordinaire l'a appris, il l'a mis en pratique. Voilà, un peu de mots. Pourquoi est-ce que les gens au Rwanda n'ont pas pris... Je prends c'est demander pourquoi les gens n'ont pas pu s'enfuir. Ils ne connaissaient pas le génocide, tout simplement. On connaissait les massacres, mais on ne connaissait pas le génocide. Au Rwanda, il y avait des troupes de la MINUAR, des troupes de l'Organisation des Nations Unies. Ils étaient là sur place, 2500, qui étaient censés protéger. Les gens ont vu ces militaires des Nations Unies, ils se sont dit, où aller? Ces gens, ils ont vu l'arrivée des Inkotanyi, dans Kigali même, il y en a parlé, les 600 qui sont arrivés. On disait que les accords d'Arusha, on disait que les choses allaient marcher. Les jeunes qui pouvaient s'enfuir n'ont pas pu s'enfuir. On ne savait pas que le président Habyarimana allait mourir, évidemment. Non, évidemment. Maintenant, a posteriori, nous le savons. Nous savons, mais on ne pouvait pas prévoir. Je vais vous donner un cas bizarre. Ma famille vivait à Kigali. Je ne vivais pas à Kigali, moi. Je m'étais enfoui. Dans les années 90, quand les Inkotanyi ont attaqué, j'étais en mission à Togo. Sinon, je travaillais au Rwanda, évidemment. Je travaillais au Rwanda, et puis, quand les Inkotanyi ont attaqué, au Rwanda, on a mis en prison les personnes susceptibles d'être complices des attaquants, des assaillants. Je pensais qu'on allait me mettre en boîte. J'avais fait quelques critiques au pouvoir, comme ça. Alors, moi, ma famille était à Kigali. Les enfants, femmes, mes frères, mes vieux papas, tout ça, tout ça. Et dans les années 93, on sentait qu'il y aura des massacres. On nous a dit, j'étais du côté des Inkotanyi, j'avais rejoint les Inkotanyi, alors on était ensemble. Quand ils sont arrivés à Kigali, j'étais avec ces gens. Alors, on nous a dit, au Rwanda, il y a possibilité de massacre, parce qu'on avait découvert qu'on a fait une liste de gens à massacrer. Mais c'était 1500 personnes. On ne savait pas que le génocide va avoir lieu. Je suis allé, j'ai invité ma femme, il m'a rejoint, je lui ai dit, attention, nous avons une information grave. Au Rwanda, il y a préparation de massacre, à peu près 1500 personnes sur liste. Elle m'a dit, oui, je sais. Le massacre, on est habitué. Parce qu'on avait massacré tout en 63, 66, 1972, 73. Les massacres, on connaissait. On ne connaissait pas le génocide. Tel qui s'est passé, personne n'avait prévu ça. Peut-être c'est préparé, mais en tout cas, les gens ordinaires, non. Alors il m'a dit, Antoine, attends, nous avons une petite fille qui va faire ses examens. Il lui reste encore 3 mois et nous allons partir après 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il recommence ses études une fois arrivé dans un pays étranger comme le Burundi ou comme l'Ouganda. L'Ouganda, c'était compliqué. Au Rwanda, on parlait au français. Mes enfants avaient appris en français. Aller en Ouganda, c'était compliqué. Il fallait qu'il termine au moins ces 3 mois de fin de 6e primaire. Il a refusé de partir. Ma femme a refusé de partir. J'ai dit oui, ok, on attend 3 mois. Entre-temps, le génocide est arrivé. Mais on ne savait pas que ça allait arriver et prendre cette ampleur. On ne savait pas ça. Voilà. Un peu de mots. Le génocide, c'est quelque chose qui est préparé par un gouvernement, une idéologie qui est mise en place par le gouvernement. Et puis, il a inculqué c'est comme un virus que vous mettez dans un tissu.
dans un corps social sain. Le virus produit ses effets petit à petit, progressivement. Mais ce n'est pas une fatalité. Maintenant, au Rwanda, nous sommes en train de nous reconstruire. Nous avons une vision grave, très grande. Et nous pensons que nous allons y réussir. Nous pensons que nous pouvons faire des projections de 40, 100 ans devant nous. Nous pensons qu'on peut enseigner le génocide, on peut, mais à dose mesurée, si vous voulez. Aux tout petits enfants, il faut dire des petites choses. Il faut dire, oui, les Tutsis sont morts, oui, c'est le pouvoir génocidaire qui a manipulé, c'est le pouvoir génocidaire qui les a exterminés. Un peu plus, les adolescents, il faut dire un peu plus. Aux jeunes gens qui sont dans les universités, dans les institutions supérieures, vous dites, OK, voici, ils ont manipulé la population. Toute la population a fait partie. Pas toutes, non. Nous avons aussi des Hutus qui ont sauvé les gens. Tiens, ma famille aussi a été sauvée par les Hutus. Ma famille, nous habitions à Kigali, il y avait un orphelinat dirigé par un Hutu. Quand l'avion du président Habyarimana s'est écrasé, ma famille a vite filé dans cet orphelinat. Mes enfants ont porté les habits des orphelins. Ma femme s'est cachée dans une boîte comme ça, à pharmacie. L'orphelinat avait une petite pharmacie. Une petite pharmacie assez marine. Dans la pharmacie, il y avait une boîte, il y avait une toilette, il y avait une toilette. Et on avait dans cette même chambre, on avait une armoire pour médicaments, les médicaments pour l'orphelinat. Il y avait une armoire, ici on avait des médicaments. Mais cette armoire, tu pouvais la pousser contre la porte de la toilette. Personne ne pouvait savoir que derrière l'armoire, il y a une porte. Donc la famille pouvait, la femme, pas les enfants étaient dans l'orphelinat avec d'autres. La femme pouvait se cacher dans la toilette. Le responsable de l'orphelinat venait, il poussait la porte de l'armoire, il cachait la porte de la toilette. Et tu arrivais, tu trouvais tout simplement une armoire avec des médicaments, c'est tout, tu t'en allais. Et la femme a été sauvée comme ça. On a tué mes frères, on a tué le vieux papa, c'est tout. Mais il y a eu des gens qui ont sauvé, des Hutus qui ont sauvé des gens aussi. Ça, nous avons eu des Hutus comme ça. On en a eu. On est en train d'essayer de les mettre ensemble, essayer de... Ils sont les gens dignes des maisons de la communauté rwandaise. Ce qui est nouveau actuellement chez nous, il faut construire ce pays. Nous sommes obligés de vivre dans ce pays. Nous sommes obligés de vivre. On n'a pas de choix. On ne viendra pas en Belgique, on ne viendra pas en France, on n'ira pas aux États-Unis, on ne veut pas y aller. Nous vivrons chez nous, avec tout le monde. Le Hutu est rwandais, le Tutsi est rwandais, le Twa est rwandais, nous sommes tous rwandais. Nous devons y vivre ensemble, nous devons mettre en place le système qui regarde de loin. Qu'est-ce que regarder de loin? C'est, en fait, nous avons utilisé le Hutu, le Twa et le Tutsi pour avoir des avantages qu'on n'a pas autrement. Si vous mettez en place un état de droit, on n'a pas étudié, un malade se fait soigner, des institutions sont correctes, c'est ça qui l'enjeu, c'est mettre en place un état de droit, où chacun bénéficie de ce de quoi il a droit. Nous pensons que ça peut marcher. Parce qu'on a manipulé le terme Hutu pour que le Hutu ait le pouvoir. On pouvait manipuler le terme Tutsi pour avoir des avantages de Tutsi. Maintenant, si on met en place un état de droit, nous pensons que ça peut réussir. Nous y croyons. Il faut donner maintenant. Mais il faut que ça soit mis en place en action. Voilà. Je ne sais pas, je crois qu'il vaut mieux m'arrêter et que je vais répondre aux questions. Aux questions, c'est peut-être mieux. Vous avez déjà répondu à certaines questions. Okay. Je vais essayer d'être très bref. Je vous remercie. Je voulais aussi dire pour Kamar et féliciter, je vais surtout parler de la famille. La famille au Rwanda, c'était quelque chose de très important. Comment se pose la question? Transmettre. Transmettre quoi? Qui transmet? Qui transmet à qui? Alors, dans le temps, quand je me souviens, j'ai quand même eu de la chance inouïe de vivre dans cette grande famille, de connaître mon grand-père, ma grand-mère, mes tantes paternelles,
mes tantes maternelles, les cousins, les cousines et les oncles. Et au Rwanda, on nous apprenait toujours la dignité, le respect de soi et le respect des autres. Pourquoi Félicité dit, mon père il se levait le matin et ma mère, ils allaient travailler. Mais ça, c'est la dignité. Malgré que tu souffres, malgré que ce soit, il faut se lever. Il faut être debout. Malgré tout, tu dois garder toujours le sourire. Et je me souviens, quand on était petits, nous on habitait en ville, mes parents, on allait en vacances. Et quand on arrivait chez les grands-parents, chaque personne qui fait partie de la famille, il avait un rôle. Notre grand-mère, parce que chez mes grands-parents, on avait des vaches, il nous disait, il ne faut pas manger des champignons. C'est un petit exemple. Parce qu'il ne faut pas, si vous mangez les champignons, vous n'aurez pas de lait. Vous ne pouvez pas boire de lait. Il ne faut pas boire du lait en état debout. Il fallait s'asseoir. Et mon grand-père, lui, il nous racontait sa vie de famille. Il nous promenait dans les collines et il nous disait, cette colline, c'est mon frère qui habite là, là c'est l'autre frère. Il nous disait comment ça s'appelait les arbres. Il ne faut pas toucher ces arbres-là parce qu'on peut être malade. Mais tout ça, le soir, vers 5 heures du soir, quand il y avait l'entrée des vaches, ça c'est quelque chose de toujours qui m'est resté. Et il y a les bergers qui chantaient en rentrant avec les vaches dans l'enclos. Et il y avait des échos dans les collines parce qu'ils avaient une flûte. Et la flûte des bergers, je ne sais pas si vous avez entendu la flûte des bergers. C'est quelque chose de magnifique. Et nous, on nous préparait, on était assis, on attendait à boire du lait chaud qu'on venait traire. Mais tout ça, mes enfants ne connaîtront pas ça. Et après 59, c'est là où ça a commencé. Ça a commencé le cauchemar. On avait pris de ces conseils des parents, on avait ce partage des soirées avec les tantes qui chantaient, qui nous racontaient les contes avant de s'endormir, de s'asseoir autour du feu, du foyer, et qu'on voyait le matin les filles et les femmes venaient nettoyer la grande salle de la hutte parce qu'ils cherchaient des herbes sur la colline, toutes fraîches. Ils mettaient par terre et puis après, ils mettaient une sorte de tapis. Et puis, ils cherchaient aussi de l'argile pour nettoyer le foyer. C'était le foyer, c'est comme... Il fallait toujours le nettoyer pour que le lendemain, ils pouvaient faire le feu. Et chez nous, il y avait toujours du feu continu dans la cour. Tout ça, c'était parti. Et en 59, les grands-parents, les tantes, les cousines, tout le monde est parti. Il y en a qui sont partis au Congo, les autres ils sont partis en Ouganda, en Tanzanie. Et puis on a resté, comme mes parents ils habitaient à Gisenyi, nous on a resté à Gisenyi. Mais en 63, alors, un tout petit, quand il y avait quelqu'un qu'on disait comment on appelle ça, toussait de l'autre côté des frontières, il ramassait tous les Tutsis. Je me souviens que tous mes voisins à Gisenyi, on les a mis en prison à Noël. On était en vacances. Et mon père, il a resté pendant une semaine en prison. Mais quand il est revenu, comme disait Félicité, il s'est habillé, il s'est lavé et puis il est allé au travail. Ça, c'est ce qu'on nous appelait la dignité rwandaise. C'était la dignité. Il fallait être digne. Même si, quel que ce soit, tu devais rester debout. Après, à Nyundo, là où j'étais, à l'école, quand on est arrivé, il y avait des professeurs qui étaient partis, il y avait des prêtres qui étaient en prison. Déjà, à Nyundo aussi, c'était commencé dans... il ramassait tout le monde dans ce moment-là.
après ces Carmel, j'ai fait mes études. J'ai terminé dans les années 68. J'ai fait l'école normale, j'ai eu la chance. Et j'ai recommencé, j'ai du travail. Mais les filles Hutu qui étaient à l'école normale avec nous, ils nous disaient, mais vous allez manger de la craie. Parce que la craie, vous savez, quand on est instituteur, vous employez la craie pour écrire au tableau. Mais tout ce qu'on attendait de gauche à droite, on ne manquait jamais, jamais d'aller travailler. Jamais. Et des fois, à ce moment-là, des fois, je me pose la question, comment ça se fait qu'on était toujours digne, une dignité de ce qu'on nous racontait déjà quand on était jeune, qu'on était des seripas, des cancrera. Des fois même, on nous regardait comme on n'était pas des humains dans les écoles. Mais on venait avec un bulletin digne. C'est en 77, en 73 plutôt, qu'ils ont marqué quand même qu'il y avait beaucoup d'enseignants Tutsis, des élèves Tutsis. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Les enfants, ils avancent dans les écoles. Ils avancent, il y en a qui sont dans les banques, il y en a qui sont des secrétaires, il y en a qui sont cadres. C'est là qu'ils ont une masse de dire, ces gens-là, il faut encore les foutre dehors. Moi, j'étais à Nyondo, au séminaire, c'était comme ça. C'était le 26, je me souviens, c'était le 26 février. Le 26 février, en 1973, à 14h, il y a quelqu'un qui rentre, une troupe de gens. Quand il rentre, il y a un jeune avec une machette. Il a voulu m'effleurer le cou. Et à côté de moi, il y avait une femme Hutu qui a tenu son bras. Il m'a dit, Thérèse, tu cours. J'ai couru. Et j'étais une autre fille aussi, une autre institutrice qui était à côté de moi, qui s'appelait Berina. Nous avons couru. On est allé se cacher chez les sœurs. Et c'est en ce moment-là que les sœurs, quand même, ils nous ont gardé la nuit. Et puis le lendemain matin, tu nous dis, mais il faut partir, il faut aller enseigner. Heureusement, moi je dis toujours, l'amitié c'est très important. À ce moment-là, les Hutus, on avait toujours à Nyondo, on avait cette dignité de vivre ensemble. On avait un monseigneur qui s'appelait Bidjirumam, qui nous enseignait. C'était un patriarche. Il nous enseignait, en septembre, il allait dans toutes les écoles, il disait, il faut se respecter et respecter l'autre. Alors, il n'y avait pas ni Hutu, ni Tutsi qu'on attendait. On était tous des Rwandais, on était tous des élèves. C'est en ce moment-là que, quand même, on a pu sauver les gens de Nyondo. Les séminaristes, Tutsi, ils ont quitté Nyondo. Il n'y a personne qui est mort. Les scientifiques, les élèves qui étaient dans l'école scientifique, les filles, ils sont tous partis. Mais c'était aussi grâce à Félicité Nitedeka, qui les a sauvés, qui les a mis dans les voitures jusqu'à la frontière. Et nous, les institutrices, c'était une fille qui s'appelait Rita, qui nous a sauvés aussi parce qu'elle était infirmière. Il nous a mis dans une voiture, il nous a habillés comme si on était des femmes enceintes. Il nous a, comme il respectait encore les gens. Quand on était sur le pont, les gens ils ont demandé, mais c'est qui ça, ces gens-là? Et il a dit, mais c'est les femmes qui vont accoucher, il faut que j'aille plus vite parce que je dois les amener à l'hôpital à Gisenyi. Nous sommes partis et il nous a mis tout de suite, on nous mettait tout de suite à la frontière et puis on cherchait à quitter, on passait dans la brousse jusqu'à Goma. Et c'est là, à Goma, je me souviens que c'est le 1er mars que j'ai pu rencontrer ma famille à Goma, où j'ai refait ma vie. Et merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir attendu.
Alors, je me retourne vers nos accompagnatrices. Comment pensez-vous que nous allons organiser la suite? Alors, je ne sais pas si je vais reprendre les questions. En tout cas, je pourrais dire comment je suis touchée par ce qui vient d'être dit. L'accompagnement, au bout du compte, c'était pas tant un accompagnement. J'étais en train d'écouter, d'entendre, d'apprendre aussi. Et j'ai envie de vous remercier plutôt de nous avoir partagé tout ce que vous venez de dire. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup touchée d'abord, c'est quand Antoine Mugesera nous a parlé en disant « Moi, je suis né, j'ai vécu avant le génocide ». Je trouvais ça très, très important parce qu'aujourd'hui, le génocide est devenu ontologique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas un avant, que tout est né avec le génocide. Je trouve vraiment très, très intéressant parce qu'il y a une ligne de démarcation et le passé n'existe pas. Il a disparu ou il s'est figé. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et peut-être, je ne sais pas si ça répond à certaines questions que les jeunes se posaient tout à l'heure. Ce qui était avant. J'ai entendu quelque chose qui me semble très, très important, c'est cette question de ce que signifie Hutu. Mais parce qu'au bout du compte, je me disais, mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants de ces ethnies qui se haïssent? On a le sentiment qu'on a vraiment on est né de... c'est des antagonistes. Il y a les Hutus et les Tutsis se sont toujours haïs. Et j'ai compris comment nous-mêmes, Rwandais, nous avons introjecté les concepts des colonisateurs et nous avons fait comme si c'était notre propre identité. Nous nous sommes identifiés à quelque chose qui nous vient d'ailleurs. Nous l'avons tellement introjecté que nous avons fini par nous-mêmes croire que nous venons, les uns d'Éthiopie, les autres de, je ne sais pas si c'est au Tchad. Et je me dis, au fond, la colonisation nous a traités comme des enfants, parce qu'au bout du compte, les enfants, pour grandir et créer une identité, ils se fondent sur les représentations des parents. On grandit en identifiant, nous, on nous a dit, vous êtes comme ça, et nous l'avons accepté, et nous nous sommes identifiés jusqu'à nous séparer et à nous entretuer. Toute cette question d'Ubgokos sur laquelle je ne reviens pas. Et donc, je me disais, mais voilà des éléments de transmission, en tout cas sur le plan général, sur les questions de l'histoire. Déjà, quand vous nous transmettez ça, quand vous l'écrivez, quand vous nous parlez, mais moi, j'aime beaucoup plus quand vous nous parlez, parce qu'évidemment, je suis rwandaise de culture orale. J'ai le sentiment que j'entends et je comprends mieux que quand je lis. Donc, je me dis, mais vivement qu'il y ait beaucoup de gens qui continuent à nous parler quand c'est possible, surtout de nous parler des choses que nous ne savions pas. Et puis, à partir de ce que j'ai entendu ce rôle de la famille où Thérèse nous disait, j'ai revu les veillées, j'ai imaginé le grand-père qui vous raconte. Et je me dis, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de grand-père, pour beaucoup, on n'a pas de grands-parents, on n'a pas de grandes-tantes. Qui va raconter à ces enfants-là? Et donc, je me dis que peut-être ça nous oblige tous à penser ensemble, et on va peut-être le penser là tout à l'heure avec la salle, de comment on peut, quelles sont les substitutions? Est-ce qu'au bout du compte, ce sont les livres? Est-ce que les plus âgés devraient s'instituer comme les enfants l'ont fait d'ailleurs au Rwanda dans les familles artificielles? Où c'était quand même dans les familles artificielles des enfants du même âge qui devenaient des parents les uns des autres. Peut-être que là, il y a quelque chose, un défi qui est lancé aux plus âgés, de devoir éventuellement trouver des possibilités de raconter. Souvent, effectivement, on se rencontre pour raconter ou témoigner, travailler autour du génocide, mais qu'il y a un besoin d'avoir des gens qui nous parlent de cet avant, de cette culture, de ce qui se transmettait, de comment ça se transmettait. Moi, tu parlais de ça, je sentais l'odeur de la fumée des vaches, etc. Et je me dis, mais on peut se représenter ça si on a des gens comme vous qui peuvent nous le dire. Donc, j'ai envie de vous remercier énormément de ce que vous venez de nous dire. Merci à toi.
Bon, merci en tout cas. Maintenant, on passe la parole à la salle, mais Pauline, je voulais juste m'assurer, il est 17h50, on a combien de minutes après? Jusqu'à 18h30, voilà. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Nous recevons souvent les témoignages des rescapés. Il y a beaucoup de publications qui sortent, mais je voudrais savoir si ce qui était dans les régimes qui ont fait sombrer le Rwanda dans la situation que nous connaissons, est-ce que parmi ceux qui sont maintenant en place au Rwanda font des témoignages pour la renaissance de la nation rwandaise? Merci. À chaque question, ou bien on prend un certain nombre de questions? Une, deux, trois questions, voilà. Est-ce que... Oui, bah, ok. Une question, une autre question? Une remarque à propos de l'identité Hutu-Tutsi. J'appartiens à la génération de M. Mugesera et je lis sur sa page 52, les colonisateurs ont affirmé que vous êtes différents, vous avez des races et des origines différentes, vous n'avez absolument rien en commun. Je voulais simplement, pour critiquer ce que dit Mugesera, parce que c'est parfaitement juste. C'est vrai, c'est un récit, mais c'est que ce récit est aussi supporté par des hypothèses des écoles anthropologiques occidentales, c'est-à-dire coloniales. À savoir que quand on dit Hutu au Rwanda, et aujourd'hui d'ailleurs dans la presse et dans tous les médias, le Hutu est Bantou et le Tutsi est Hamite. Alors entendons-nous bien, Bantou, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui connaissent le Kinyarwanda, ils savent qu'il s'agit d'un mot qui signifie homme. Muntu étant singulier et Bantou pluriel. Donc homme avec sans S, homme avec S. Donc Muntu, Bantou, ça donnait le nom de la race Bantou. Or, le mot a été inventé par un professeur sud-africain, linguiste, qui a constaté que dans l'Union sud-africaine, beaucoup de populations opposaient le singulier au pluriel. Et il a écrit un manuel très connu, pour ceux qui parlent anglais et qui pourraient le retrouver, Bantu Speaking Tribes of South Africa. Donc les tribus parlant une langue bantou. Mais dans notre Congo colonial belge, nous avons fait une race bantou. Quant à la race hamite, on ne lui connaît pas d'autre langue qu'une langue bantou. Si je dis à M. Mugesera qu'il est bantou, il dira c'est peut-être vrai parce que je viens de donner l'explication, mais les Rwandais comprennent très bien qu'ils sont différents. Ils sont bantous et hamites. Voilà, c'est juste une remarque que je voulais faire pour vous faire remarquer que les écoles d'anthropologie de sources coloniales nous ont fixés dans une espèce de contresens majeur qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent encore affirmer que nous sommes vraiment différents. Je vous remercie. Remarque d'un linguiste. Merci beaucoup. Chaque fois que je viens ici pour écouter un témoignage, je me dis j'ai assez écouté, j'ai assez appris. Mais chaque fois que je reviens, c'est encore mieux. Enfin, quand je dis mieux, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Merci beaucoup pour les témoignages, vraiment. Parce qu'on n'aura jamais trop de témoignages. Chaque témoignage est particulier, apporte beaucoup de choses. J'ai été bien inspiré. Je me disais, je n'aurais pas d'autant, etc. Et puis je me suis dit, il faut que j'y aille. Et j'ai été récompensé d'être venu. Merci beaucoup, en tout cas. Juste encore une petite précision. Je crois que ce qu'on transmet le mieux, c'est les valeurs. Ce n'est pas les détails de l'histoire, ce qu'on buvait, ce qu'on faisait avant. Je crois que c'est les valeurs. Et je crois que Félicité l'a dit, Franck l'a dit aussi, on sent que derrière votre récit, il y a des valeurs qui vont être transmises. Et ce que vous transmettez, c'est ça. Ce n'est pas les récits, vous pouvez les lire. Mais je crois que ce qui compte, c'est les valeurs. Et c'est important. Ce que disait d'ailleurs aussi Thérèse, quand elle racontait, vous avez gardé tout ça. Même si elle n'avait plus la chaîne de transmission habituelle, je crois que c'est important.
Une question peut-être, parce que pour l'histoire, j'aurais aimé évidemment aller plus loin, parce que moi-même, j'ai vécu avant. En 59, en 60, j'avais 12 ans. Vous voyez ce que c'est? Donc, j'ai vécu une période où, comme le dit Mugesera dans un de ses livres, il n'y avait pas cette histoire de... On ne se posait pas de questions. On était là, on partageait tout. Les rites, les mythes, tout ce qu'on veut, les boissons, les travaux, etc. Donc, on n'a pas connu, dans ma région en tout cas, où j'étais de Nyanza, je n'ai pas connu ça. C'est venu comme ça. Donc, on a des choses à raconter, comme fait Thérèse, des gens qui avons vécu avant. On a des choses à raconter aussi. Mais en tout cas, je tiens vraiment à insister sur les valeurs. Alors, une question peut-être, parce que je me dis, à la fois dans la reconstruction, quel est le rapport ou le lien entre la reconstruction nationale du pays et la reconstruction de l'individu, de l'escapé? Ou peut-être une sous-question, je ne sais pas si c'est une autre question, quelle est la spécificité de la reconstruction de l'escapé rwandais par rapport au rescapé de la Shoah, par exemple? Je vous remercie beaucoup. De transmission. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas monolithiques. Ils ne sont pas une même catégorie. Les Hutus, si on peut dire comme ça, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Dans la reconstruction, dans la compréhension du passé et du présent, et de l'abîme, comme on disait Alain. Les gens ne sont pas à la même longueur d'onde, évidemment. Il y a ceux qui sont avancés, ceux qui sont encore très derrière, et ceux qui se recherchent encore. Un jour, nous avons fait une réunion, il est arrivé une fois, nous avons les gens qui ont été ministres et les époux et épouses, ils ont une association qui s'appelle Ubumwe Unity Club, le club d'unité. Ces gens nous invitent parfois. Alors, ils ils demandent qu'il y ait des témoignages de responsables, des gens qui ont été au pouvoir, qui sont autour et qui sont aussi, qui doivent témoigner. Et les gens témoignent. Et quelquefois, vous sentez qu'il y a tricherie. Quelquefois, vous sentez que quelqu'un ne va pas jusqu'au bout. Il dit, j'étais à Kigali et puis je suis rentré chez moi, je me suis caché et je n'ai rien vu du génocide. Tu sens qu'il cache quelque chose. Il y a un autre qui témoigne réellement. Monsieur, j'avoue que chez moi, c'est réfugié un jeune garçon et puis les génocides sont venus le prendre et je ne l'ai pas protégé. J'étais fils du maire, c'est le bourgmestre. Maintenant, je l'avoue et je demande pardon. Il dit au moins, il ose témoigner qu'il a laissé prendre un jeune Tutsi qui était venu se réfugier chez le maire. Le maire, c'est le bourgmestre. Je ne sais pas comment ici vous appelez ça. C'est l'autorité communale, s'il vous plaît. Il le dit comme ça et je demande pardon. Et un peu de mots. Il ne dit pas une phrase ou deux. Et vous le sentez. Vous sentez qu'au moins il dit quelque chose, mais qu'il ne dit pas, il ne va pas au fond des choses. Mais vous sentez. Il y a un autre qui témoigne réellement. Tout ce qu'il a vu chez lui, il dit ce qu'il a vu. Donc, ils ne sont pas monolithiques, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils sont différents. Nous le sentons, ça se voit, ça se sent. Juste une question. Un autre cas, ce sont les prisonniers qui étaient maires, qui étaient bourgmestres. Il faut s'en approcher. Si vous allez, maintenant il y a un livre publié, par Hutu du reste, il est allé s'approcher des Hutus qui étaient autorités, qui sont en prison maintenant au Rwanda. Il les a demandé s'ils peuvent donner témoignage. Ils ont accepté. Pas tous, évidemment. Non, il y a encore de résistance, évidemment. Mais il y a aussi ceux qui témoignent, ceux qui disent nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Et quand ce sont les prisonniers qui disent ça, vous sentez que peut-être il y a quelque chose. Il y a une famille aussi. Les familles témoignent quelquefois. Les familles résistent et puis quelquefois ils disent à les enfants, écoute, on t'a caché la vérité, ton papa a tué. Parce que les enfants continuent à demander pourquoi mon papa est en prison. Et puis, le monsieur, les enfants, on va le visiter, puis petit à petit on lâche. Quand il y a une année que les enfants n'ont pas visité le papa, on dit, la maman lui dit, écoutez, votre papa est génocidaire, faites-moi la paix. Sachez la vérité une fois pour toutes. Donc il y a des témoignages qui ne sont pas systématiques. Il y a des cas, des situations où on témoigne. Il y a d'autres cas où on ferme la bouche. On sait tout, on se tait.
c'est un processus qui prendra du temps, j'imagine. Donc il y a des témoignages différents. On ne sait pas prévoir qui dit quoi, mais il y a des témoignages différents. Et bien sûr, Gassarabwe, des récits supportés par les écoles occidentales, sur les Bantous, les Hamites. Oui, ça existe. Les anthropologues, oui, c'est classique. C'est classique, ils ont dit ça. Moi, je me sens rwandais, africain noir. Je ne sais pas si je ne suis pas Hamite Siroma. Je ne suis pas Hamite, j'imagine. Je ne suis pas Hamite, j'imagine. Je suis rwandais. Je suis africain, je suis noir. Bantou, c'est une langue, je parle la langue bantou, évidemment. Comme tout le monde. Nous parlons la même langue chez nous. Si la langue bantou, en tout cas, il n'y a pas une autre langue. Et il n'y a aucune autre trace, ni le part, on peut trouver l'origine des Tutsis. Dire que, même le terme Tutsi, tu ne peux le trouver qu'au Rwanda ou au Burundi. On ne peut pas le trouver dans les pays environnants. C'est-à-dire que ce mot a été inventé chez nous. On ne peut pas trouver la trace du mot Tutsi en dehors du Rwanda, au Burundi. C'est un mot inventé chez nous, récemment, 16e siècle. C'est récent, c'est visible. Les clans que nous avons, je ne sais pas si l'Occident connaît les clans, mais avec nous avons une vingtaine de clans. Nous les partageons tous. Les Hutus et les Tutsis au Rwanda partagent le même clan. Nous avons le même totem. Totem, vous connaissez, je crois, mieux. Nous avons le même totem chez nous. Les Hutus, les Tutsis et les Tutsis, nous avons le même totem. C'est dire que cette histoire est très ancienne. Et le A a été créé avant le terme Hutu-Tutsi. C'est une histoire, si vous voulez, économique. Il y a eu une révolution de la vache, j'espère que les scientifiques savent ça. Il y a aussi une révolution agricole, avec l'arrivée au Rwanda des produits américains. L'alcool, le bananier, les patates douces, c'est récent. C'est venu avec la découverte de l'Amérique. C'est maintenant au Rwanda. Ce sont les produits vivriers. Avec cette révolution agricole, elle a remplacé la révolution de la vache qui a eu lieu au XIIe siècle. Cette histoire qu'on peut suivre, aller loin, pour savoir pourquoi ceux-ci sont appelés Tutsis, et pourquoi ceux-là sont appelés Hutus. J'espère que vous connaissez la vache, vous. C'est un pouvoir, c'est un capital immobilier incroyable. Si tu as la vache, tu as tout. En Afrique, c'est évident. Si tu as 300 vaches et 200 vaches, tu as une main-d'œuvre incroyable. Tu peux prendre n'importe quel village à côté. Tes serviteurs et toi, vous allez devant, vous prenez un village à côté de quelques paysans qui sont là. Nous avons fait une étude. Ce n'était pas la curiosité. Pourquoi le pouvoir le pouvoir royal, a duré aussi longtemps. 10, depuis au moins le 11e siècle. Moi, je compte au moins à partir du 14e siècle. Ce royaume a duré. A duré depuis le 14e siècle. Le secret. Nous, on voulait savoir, parce que maintenant, ici, chez nous, nous sommes en train de le voir dans notre trésor national, s'il y a des valeurs que nous pouvons encore remonter, comme Mugachacha nous a aidés. Nous sommes en train de chercher qu'est-ce qui a fait que ceci a duré. Pourquoi cette valeur ici? Pourquoi ne pas le reconstruire? Parce que la colonisation, on ne l'a pas dit ici, la colonisation peut faire quelque chose de bien, mais il fait d'abord table rase de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez fait, de tout ce à quoi vous avez cru. La colonisation fait d'abord table rase et peut soigner les malades. Il fait des écoles, mais il a d'abord supprimé tout ce que vous aviez comme valeur, comme institution. Il doit d'abord faire les tables rases. Et c'est grave. Une vieille nation comme la nôtre, quand il supprime la base, tout est possible. Quand il rase la base, tout est possible. Bon, nous avons alors fait une étude, commandée, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui faisait cette étude. Pourquoi la royauté rwandaise a pris du temps, a duré. Bon, le secret, c'est quoi? C'était un système inclusif. Tout le monde se retrouvait dedans. Tout le monde, quoi tu faisais, devin, c'est... Devin, vous savez ce qu'on appelle? C'est quelqu'un qui fait... Un voyage qui prévoit l'avenir, l'autre fait la pluie, l'autre chasse les mauvais esprits, l'autre fait ceci. Tout le monde se retrouve dans ce pouvoir. Personne n'était exclu. Tu sais pourquoi le système Kayibanda a échoué? Il avait dit, moi, je regarde le Hutu. Il n'y a que le Hutu. Et il a échoué. Si tu veux un système exclusif, tôt ou tard, il y a d'autres forces qui te chassent. C'est ça pourquoi nous pouvons réussir. Si ça marche, c'est que nous voulons être inclusifs. Nous voulons que tout le monde se retrouve comme le Rwandais. Tu peux être Tutsi, tu peux être Hutu, tu peux être Mwega, tu peux être n'importe quel clan, mais tu es d'abord Rwandais.
Et je voudrais, en arrivant en France ici, dire, est-ce qu'il y a un Rwandais ici dans les environs? Je ne demande pas d'avoir aussi les Hutus. Quand nous parviendrons à dire, est-ce qu'il y a d'abord un Rwandais ici, pour qu'il me montre le chemin, ou bien qu'il me loge une nuit, il faut que je trouve un Rwandais. D'abord, nous devons réussir Soko. Si on ne réussit pas, c'est grave. Nous devons essayer de nous retrouver comme Rwandais d'abord, inclusif, où que vous alliez. Nous allons chercher du travail au Congo, nous irons chercher du travail en Angola, nous irons en Afrique du Sud, nous irons en Afrique de l'Ouest, mais il faut que tu sois Rwandais. Avant d'être Hutu, avant d'être catholique, avant d'être protestant, avant d'être musulman, tu es d'abord Rwandais. Nous devons cultiver ces valeurs, de grandes valeurs. Cultiver, nous retrouver d'abord comme Rwandais. Et tu es tout ce que tu veux après. Tu es tout aussi comme tu veux, tu es Hutu comme tu veux, tu es protestant comme tu veux, tu es catholique comme tu veux, mais tu es Rwandais. Nous devons cultiver ces grandes idées. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci Antoine. Alors, je pense que c'est une réponse à la question de... C'était pas une question, c'est une remarque que la première chose, c'est la valeur. Donc, la première valeur du Rwanda ou des Rwandais, c'est l'inclusion, on va dire. C'est la capacité à se retrouver et à concilier tout le monde. Si c'est bien cela, je pense que c'est une comme Thérèse a parlé de la transmission des valeurs, la première valeur à transmettre, c'est bien celle-là, celle de l'inclusion. Maintenant, il restait une question d'André sur la reconstruction. Parce qu'il y a une reconstruction nationale au Rwanda, tout le monde le reconnaît et le souligne. Il y a un effort, un grand effort, il y a un résultat qui est réel. La question d'André, c'est savoir si elle va de pair avec la reconstruction des individus et en particulier celle des rescapés. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Antoine? Merci. Nous sommes une société. Et nous mettons ensemble, nous mettons en place un système où chaque individu, où chaque groupe, chaque société se retrouve. Je vais vous donner des exemples simples et clairs. Pour les rescapés, comment on est des rescapés? On a mis en fonds. On a mis un fonds d'appui aux rescapés du génocide. C'est un fonds qui aide les rescapés à étudier, à se faire soigner, à ceci. Ce n'est pas une compensation, ce n'est pas une indemnisation. Vous avez besoin d'une maison, voici un fonds qui vous aide. Vous avez ton enfant, tu ne peux pas payer ses études, voici un fonds. Vous avez besoin de ceci, voici un fonds. Vous avez besoin d'entreprendre une petite activité économique, voici un petit fonds. Ça, c'est en place. Ça, c'est pour les rescapés. C'est un fonds particulier pour les rescapés. Ça existe. Ça a aidé des milliers d'étudiants, de jeunes gens à étudier. Ça existe. À se faire soigner aussi. C'est même très bon, il faut le reconnaître. Nous avons fait autre chose de plus que ça. Maintenant, chaque Rwandais se fait soigner par mutualité. Nous avons mis une mutualité en place. Chacun Rwandais se fait soigner, même le plus pauvre. Il se fait soigner. En fait, c'est comme une coopérative. Tu mets ensemble des fonds, et puis même ceux qui ne sont pas malades, ceux qui tombent malades le premier, vont se faire soigner grâce à ce fonds. C'est en place. Pour les études, tout le monde a droit à l'étude maintenant. Il n'y a pas de quota, il n'y a rien. Si tu es intelligent, on t'envoie même dans les universités des pays de l'Occident, comme l'Amérique, comme ici, comme ailleurs. Nous avons construit des systèmes. Nous devons mettre d'abord des systèmes, mais les rescapés ont un fonds particulier qui les aide à vivre et à survivre. Ce n'est pas rose, mais ça marche tout de même. Une maison, une maladie, un fonds économique, un petit rien. C'est ça, ça marche. L'autre problème majeur, si vous voulez savoir la vérité, c'est la transmission du négationnisme par les intellectuels, principalement en Occident, et par les familles des prisonniers. Les familles des prisonniers enseignent à leurs enfants, n'osent pas dire encore la vérité à leurs enfants, que leurs pères sont en prison parce qu'ils ont tué des Tutsis, parce qu'ils ont participé au génocide. Les familles. Nous avons fait une recherche, c'était simple. J'étais au Sénat. Alors, nous avons ici, chez nous, quand les enfants vont terminer les humanités, on les met dans un camp de... Comment dire? On les met ensemble. Oui, des camps de jeunesse. Ils jouent, vous voulez, se mettez quelques éléments du soir,
sont contents. Et nous sommes heureux de voir des jeunes comme ça. Ils n'avaient pas participé au génocide. Ce sont une génération post-génocide. Nous les avons envoyés à l'université à Boutali, au sud du pays. Après, quelqu'un nous a dit, écoute, ces enfants que vous avez envoyés à l'université, ces enfants pour lesquels vous étiez contents, s'écrivent des petits papiers aux toilettes. Ils allaient aux toilettes, chacun avec un petit crayon, et écrivait un mot assez méchant. Un autre venait, après lui, il répondait aussi un petit mot méchant. On nous a dit, ah, attention, ces enfants sont tentés d'écrire des choses assez méchantes. Nous sommes allés voir les profs ont dit, non, ça doit être ces deux garçons assez qui dérangent, ce n'est pas sérieux. Nous n'avons pas été contents. Nous sommes allés faire une petite enquête sur les villages. Et nous avons utilisé les étudiants eux-mêmes. D'où vient ce racisme, d'où vient cet ethnisme pour les jeunes qui n'ont pas participé au génocide et qui cultivent encore. C'était 17% de la population rwandaise. Alors nous avons découvert qu'en famille, les familles en famille, ce que les parents dont nos enfants peuvent transmettre le négationnisme, l'ethnisme, le racisme. Le racisme, ça s'apprend, ça s'enseigne en famille, à l'école, avec des copains, des camarades. C'est quelque chose qui s'apprend et qu'on peut apprendre évidemment. Ça s'apprend. On ne naît pas avec ça, ça s'apprend. Et le génocide, c'est un processus qui s'apprend. L'ethnisme et la haine, c'est un processus qui s'apprend et qui est pratiqué. Maintenant, il faut sauver cette génération. Ça nous prendra du temps, je crois. Mais il faut sauver ça. Ça sera notre victoire. Si on ne sauve pas ça, on n'aura rien gagné. Voilà. Il y a la reconstruction, et mentale, et économique, et sociale, et politique. Merci. Merci. Est-ce que je ne sais pas si... Oui, Franck? Je voudrais bien rebondir sur cette question en fait de la reconstruction, parce que je suis en plein dedans. Je suis vraiment en plein dedans et c'est mon cheval de bataille en ce moment. Je vais déjà comprendre ce mot en fait. Je voudrais juste déjà le comprendre. Déjà, j'ai une question pour nous tous, parce que peut-être que vous pouvez me donner des éléments. Mais cette reconstruction, en fait, quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle commence? Ça veut dire, à l'échelle nationale, ça a dû être sûrement dès le lendemain du génocide. Mais à mon échelle à moi, aujourd'hui, 24 ans plus tard, est-ce que j'ai entamé cette reconstruction? Est-ce qu'elle est devant moi? Est-ce qu'elle est derrière? Enfin, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Et je sais encore moins si dans le mot reconstruction, des personnes qui ont peut-être pas le même parcours que moi, induit des mots comme pardon, comme optimisme, comme futur. Et là, enfin, moi, je voudrais bien qu'on m'éclaire sur ça, en fait. Quand est-ce qu'on commence à se reconstruire? Si c'est maintenant, s'il faut que j'attende, et que pour l'instant, je suis encore en vrai, donc ça voudrait dire que je suis encore dans le génocide. Et là, ça me dérange parce que ça fait 24 ans. Et je voudrais bien avoir un élément de réponse là-dessus. Il semblerait que Félicité ait envie d'ajouter quelque chose. Régine, avant que tu ne prennes la parole, si tu as envie de la prendre. Aussi, je voudrais rajouter quelque chose parce que il y a des choses qui sont quand même effrayantes quand on parle de reconstruction. Déjà, le génocide chez nous, c'est que la plus grosse difficulté, c'est que vous devez cohabiter quand même avec votre bourreau, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et alors, moi, dans ma grande révolte, je trouvais qu'on nous faisait porter encore un tout grand fardeau. Alors, je le dis étant vraiment à l'étranger, et pourtant, je le visualisais bien. Comment est-ce que... il y a eu quand même plusieurs étapes, un moment... réconciliation, et puis tolérance parce qu'on doit quand même cohabiter, et puis après on a beaucoup prêché le pardon et à tort et à travers par les églises, et une chose que moi je trouve tout à fait qui me réconforte quand j'entends Mugesera, c'est que un état de droit, c'est au moins quelque chose qu'on peut supporter. C'est qu'il y a une politique qui
nous fait cohabiter et nous tous, on doit respecter. Mais de là, aller vraiment dans les cœurs et de vous dire comment vous devez pardonner votre bourreau, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte du tort alors qu'on lui fait déjà rien? Et moi, je dis, quand on parle de pardon, déjà le fait de pouvoir m'asseoir en face de mon bourreau en train de lui poser des questions, c'est déjà un pardon. Et alors, moi, je voudrais rajouter sur ce que Franck dit. À quel moment on sait que la reconstruction est totale? Est-ce que c'est possible dans ce genre de cas? Peut-être qu'on peut avoir des éléments pour ceux qui ont connu ce genre de choses. On a peut-être des descendants des rescapés de la Shoah. Est-ce qu'à un certain moment, Franck, Félicité, Alain, les autres rescapés diront à 50 ans, j'ai fait une vraie reconstruction, j'ai parfaitement transmis à mes enfants. Et autre chose qui m'a fait peur, que je partageais tout à l'heure, c'est que la transmission, oui d'accord, c'est écrire, raconter cette histoire, et on essaie de leur raconter aussi l'avant. Et ce qui nous faisait peur, c'est qu'on nous a dit aussi que on transmet quand même nos blessures et nos traumatismes, même sans le dire. Alors ça, moi, ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, alors autant mieux le dire, comme ça, je suis sûre que dans leur imaginaire, ils vont pas commencer à inventer des choses et à se sentir coupables. Donc, comment et quand est-ce que la reconstruction est totale? Est-ce qu'on doit attendre une autre génération? Est-ce que, comme Mugesera dit, il y a des éléments pour sauver cette génération, alors qu'on sait que de l'autre côté, il y a quand même encore cette idéologie? Merci. Oui, Sophie, qui est l'autre actrice de ces rencontres, elle a envie de dire un mot. Alors moi, je suis rescapée de rien, mais bon, ça fait un certain temps quand même qu'avec Pauline et d'autres, on travaille ici. Et on a beaucoup, on a beaucoup lu, on a beaucoup rencontré des gens, aussi bien des rescapés de la Shoah que depuis quelques années, donc des rescapés du génocide des Tutsis. Et Félicité, vous venez de dire, finalement, on continue à vivre avec les bourreaux et au Rwanda, on fait ça. Mais je pense que pour ce qui est des rescapés de la Shoah, ça a été aussi le cas, parce que le jugement, il a même peut-être moins eu lieu encore que dans le cas du Rwanda, où il y a, je trouve, eu un effort à travers les Gacaca, mais aussi aujourd'hui les procès extraterritoriaux, les procès qui ont eu lieu à Arusha. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites en termes de justice. Et puis il y a un gouvernement qui met en place une politique qui tente une reconstruction, ou en tous les cas qui tente de reconstruire une société. Après, d'un point de vue individuel, c'est peut-être autre chose. Je pense que pour la Shoah, on le voit, par exemple, on a cette exposition sur les Klarsfeld en ce moment, on voit que le combat de Serge Klarsfeld pour la mémoire de son père qui est mort à Auschwitz, et le combat de son épouse, qui, elle, était une jeune Allemande qui connaissait rien du tout au génocide des Juifs quand elle a épousé Serge. Et elle s'est révoltée. Leurs deux combats se sont retrouvés parce que, en fait, quand elle a été jeune, elle s'est aperçue que c'était un ancien nazi qui était chef du gouvernement en Allemagne. Donc, je crois que s'il y a une expérience, en tous les cas, de la reconstruction, peut-être elle est aussi dans cette communauté, en fait, qu'on peut former dans la parole, dans l'écriture, dans les livres, enfin, dans tout le travail qui est fait, alors ici, ailleurs. Et on sait qu'au Rwanda, enfin, dans l'écriture d'un témoignage, le travail des historiens, aussi bien celui de Marcel que monsieur Mugesera, le travail des psychothérapeutes. Enfin, je pense que si une reconstruction, elle peut avoir lieu, elle a lieu dans cette communauté, en fait. Et dans le fait de donner à savoir aux autres qui ne connaissent pas du tout, de partager, en fait, cette expérience ultra traumatique qui est celle du génocide. Mais malheureusement, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que moi, je connais beaucoup de gens ici qui sont revenus très, très tard, ici au Mémorial, ici dans cet auditorium, pour entendre parler de ça, pour entendre parler de l'histoire, parce que finalement, ils n'avaient jamais réussi vraiment à se reconstruire, parce que l'expérience traumatique était trop forte. Et que comment on peut oublier, finalement, je pense, que ce que vous avez vécu. Donc je pense qu'il ne faut pas
quelque part, je dis, c'est dans le partage avec les autres qu'on peut se reconstruire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis ici. Et j'ai vu même des vieilles dames, en fait, à nous tomber dans les bras, Pauline pourra le dire, qui n'étaient pas du tout de ma génération, qui pensaient toujours à leur maman qu'elles avaient perdue pendant la Shoah. Et dans la rue, on se croisait. Et elles disaient, je ne peux pas en parler à mes enfants. Et finalement, c'était dans nos bras à nous qu'elles venaient pleurer parce que nous, on travaillait là-dessus et qu'elles avaient la sensation qu'on comprenait, en fait, ce qu'elles voulaient dire. Donc, je ne sais pas où... et je crois que c'est vraiment dans ce partage-là qu'il faut commencer, en fait, à... Alors, le partage, il ne se fait pas qu'avec des gens comme nous qui travaillent sur le génocide, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais je pense qu'il se fait aussi dans la famille. C'est-à-dire, je pense que les enfants, et je vois dans les enfants des rescapés de la Shoah qu'on fréquente ici tout le temps, pour ceux qui ont eu la chance de récupérer un papa ou une maman, ils auraient aimé partager ça avec eux. Parce que cette histoire-là, c'est la leur. Hein, les enfants cachés qui viennent ici, ils viennent récupérer l'histoire de leurs parents. Et ils viennent la partager. Donc en fait, je crois que le partage, même si c'est dur pour les enfants, quelque part, il est aussi dans cette expérience justement partagée et dans une reconstruction qu'on fait ensemble. Donc c'est aussi bien pour un pays comme le Rwanda, je trouve, qui est un pays en reconstruction, et ça prendra certainement du temps, peut-être. Mais moi, voilà, de l'expérience que j'en ai, je sais pas, peut-être que je me trompe complètement, hein, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, je vois assez les choses comme ça, quoi. Je vais dire... Vous voulez parler, madame? Mais brièvement, s'il vous plaît, pour que... Oui, bonsoir. Donc, brièvement, ça veut dire 2 ou 3 mots. Comme ça veut dire 2 ou 3 mots, je vais rapidement pour vous dire que j'encouragerai les récits et que je me retrouve dans des mots qui ont été de Franck. Le temps ne passait pas pareil. Je me retrouve là-bas. De féliciter cette apnée, arrêter de respirer, ne pas lever les yeux, la peur de qui je vais voir au-dessus de moi, regarder les pieds, Thérèse, la dignité, cette dignité qui est tellement que je retrouve de la résignation dedans. Et ça me choque, heureusement que félicité parler de la révolte, et ça me réconforte. Le pardon, ça me donne la chair de poule. Franck, je voudrais te dire que tu avais 13 ans, moi j'en avais 32. Et je vais te dire que je devais avoir compris, mais je n'ai rien compris, moi aussi, avec le double de ton âge. Donc, il y a les mots, ils ont tué. Désolé Marcel, les mots, ils ont tué. Alors, quand j'entends les Rwandais se sont entretués, ça me choque. Les Tutsis sont morts, ça me tue. Donc, essayons de trouver des mots vraiment qui correspondent à la réalité pour contrecarrer le négationnisme, parce qu'il se sert des mots. À propos de la transmission, moi je voulais vous dire que Franck, tu as commencé à transmettre quand tu te prenais pour Maïvo. Tu as transmis ce courage. Et la transmission de nos enfants, j'ai juste 2 mots pour vous dire que j'ai amené mon livre au Rwanda qui s'appelle L'innommable Agahoma Monwa très récemment, et j'avais une peur bleue de rencontrer les Rwandais, d'aller parler de quelque chose qui s'est passé là-bas, de remettre les pieds là-bas, parce que moi j'ai quitté le Rwanda, donc j'ai croisé l'opération turquoise. Ce qui m'a réconforté, c'est que les Rwandais, ils m'ont dit, nous attendons les récits. Continuez à écrire les récits. C'est ça qui restera quand vous ne serez plus là, vous, nos aînés. Et plusieurs enfants, ils m'ont dit, nous recevons la peur de nos parents rescapés et le silence. Pas des mots. Merci. Merci Adélaïde.
Pauline. Merci madame de ce que vous venez de dire et merci Sophie parce qu'en fait moi je voulais dire ça va être désespérant et en même temps plein d'espoir. Tu dis est-ce que j'ai commencé à me reconstruire? Oui, tu as commencé. Quand est-ce que ça finit? Jamais. Jamais. En plus, il n'y a pas de coïncidence entre la reconstruction étatique nationale et les temps psychiques de chacun. La reconstruction peut se décréter à un niveau étatique, elle doit être, et tout ce que M. Mugesera a décrit de ce qui est fait au niveau de l'État, qui est admirable parce que, effectivement, le drame du Rwanda, c'est que bourreaux et victimes doivent vivre ensemble. Il n'y a pas le choix. Alors, moi, je ne voudrais pas être à la tête du Rwanda parce que c'est un casse-tête. De toute façon, ça ne peut satisfaire tout le monde. Parce que la raison d'État, par exemple, qui déclare qu'on ne dit plus Tutsi ou tout, qu'on dit Rwandais, eh bien, moi, j'ai entendu au Rwanda des rescapés qui disaient qu'on passait un peu trop vite sur leur souffrance. En même temps, vous dites, il y a des tas de choses qui sont faites, et des fonds, etc. Mais parce que la reconstruction psychique de chacun, personne ne peut la dicter. Elle n'a pas un rythme unique. Elle suit des rythmes circulaires. Et je vais même vous dire, ce qu'il y a de formidable, et ce qu'a dit Sophie, c'est qu'il y a aussi, là je me sens comme des tiers, des gens qui n'ont pas vécu ça directement, qui ne sont même pas issus directement, comme nous, ou comme pour nous les Juifs, d'autres, qui peuvent aider et constituer des cadres au sens d'un contenant, pour que ce travail puisse se faire. De tous les métiers, même en écoutant, là, les gens qui étaient là, t'ont permis, tu as fait un gros travail pour témoigner, mais je suis sûre que leur écoute t'a servi aussi et t'a aidé. Et moi, je peux dire que moi qui suis deuxième génération de la Shoah, et la Shoah, on a l'impression que maintenant on sait tout, on en a beaucoup parlé, etc. C'est en travaillant sur le Rwanda, en rencontrant des jeunes Rwandais à Butare, que j'ai compris encore un fragment de mon histoire. Et je leur ai dit, c'est-à-dire moi je venais spécialiste, nanana, en les écoutant, en t'écoutant, en les rencontrant, ça a encore éclairé un petit pan de l'histoire de mes parents. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne se termine jamais, mais c'est en même temps des rencontres absolument extraordinaires. Alors ça se fait et par travail individuel, et il faut du groupe. Et de multiples groupes, des rencontres comme font le Mémorial. Et effectivement, moi j'ai vu des rescapés ou des enfants cachés qui, en vous entendant, en entendant, ils étaient à la fois absolument détruits à nouveau, ils revivaient quelque chose, et en même temps, en échangeant, ils pouvaient eux aussi continuer leur travail de reconstruction. Ce n'est pas un processus qu'on peut déclarer fini. On peut déclarer qu'un génocide est terminé. Après, les répercussions, mais ça n'est pas que négatif. Évidemment, les répercussions d'un génocide, c'est négatif. Mais les rencontres, les lectures, les spectacles, les choses comme ça contribuent à la reconstruction et pas seulement de la victime. De nous tous, et nous éclairent et nous élargissent. Et je pense que c'est dans ces rencontres-là que des morceaux de reconstruction, même si tu sais pas, on ne le note pas, à tel jour, je me suis reconstruit un peu plus. C'est un processus, et c'est un processus qui, comme la vie, n'a pas de fin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Amélie aussi a un mot à dire, comme pour terminer. Toi, un mot tu peux... Merci, je pensais, docteur Anderson de Mouyanda Moutsa, quand il faisait les formations des psychologues, en parlant du génocide, il disait c'est-à-dire que là où il y avait la plaie, c'est devenu cicatrice. Et les cicatrices, à chaque fois qu'on touche dedans, et je crois que c'est ce qu'Adélaïde a essayé aussi de nous dire, et ça s'ouvre, ça fait mal. Donc l'idée, c'est la reconstruction, elle est permanente, voilà, elle est perpétuelle. Et puis c'est quelle construction? Déjà la construction sous les traumatismes classiques qu'on connaît, c'est déjà très compliqué. Mais là, il s'agit de la reconstruction à partir des traumatismes du génocide, de l'abominable. Alors, comment on sort de l'abominable? Quand est-ce qu'on a commencé à se construire? Quand on termine à se reconstruire? Ce qui me semble très important, c'est déjà d'être en chemin. C'est déjà de faire des pas vers.
Et ce pas-là, Franck, je lui disais en aparté, je me disais, mais c'est incroyable voir, parce que je connais Franck, je sais quand est-ce qu'il a commencé à témoigner, voir comment il témoignait avant et comment il a témoigné aujourd'hui. Le récit, avant, c'était quelque chose dont il mettait à distance. Aujourd'hui, il accepte de souffrir de sa souffrance. Déjà, accepter de souffrir de sa souffrance, c'est un pas qui permet de dire on est en chemin de reconstruction. Parce que sinon, le génocide, c'est tellement abominable. Parfois, on tombe dedans et dans un gouffre, on a de la difficulté à se relever, à sortir du gouffre. Et parfois, on le met tellement loin, comme une femme qui me disait, moi, j'ai mis tout ça dans une pièce que j'ai fermée à clé et je ne l'ouvre pas. Donc, c'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, on a tellement peur. Donc, on peut imaginer que, comme a dit Adélaïde, quand déjà tu as commencé à courir, tu nous as donné une leçon de vie incroyable, une leçon tu avais déjà commencé, mais le fait même que tu as accepté de t'approcher de ta souffrance, de pouvoir la partager, moi je trouve déjà que je ne sais pas comment je pourrais dire de toutes les personnes qui acceptent de nous donner leur pain de vie, hein, déjà. Et sinon, il y a quelque chose autour du pardon. Moi, je me dis que c'est un processus qui est vraiment personnel. Alors, il y a une histoire étatique, il y a une société à construire pour se vivre ensemble. Il faut qu'on ait un cadre, parce qu'on ne peut pas se construire individuellement si on n'a pas un cadre stable qui nous permet de le faire. Donc, le cadre, il est posé. Après, ce qui est de la reconstruction de l'intime, ça, c'est une autre histoire et elle est personnelle. Déjà, entre nous-mêmes qui ont vécu des choses, entre ceux qui ont perdu nos familles et ceux qui ont vécu sur place, qui sont rescapés des génocides, qui ont vécu des choses abominables. Même entre nous ne construisons pas de la même manière et nos souffrances, il y a une souffrance collective, mais il y a tellement de souffrances individuelles avec des manières de se construire tellement différentes que je pense que petit à petit, chacun fait son chemin et on fait ce qu'on peut. Et ce que je peux espérer, c'est que pour nos enfants, j'espère qu'on transmettra le moins de traumatisme du génocide possible. Ça c'est mon espérance, même pour mes propres enfants et les enfants de tous les Rwandais. Parce que c'est ça, peut-être notre défi, c'est comment nous allons faire pour qu'on transmette le moins de traumatisme du génocide. Voilà. Je vous donne rendez-vous. Nous avons déjà commencé à préparer la 25e commémoration, c'est-à-dire dans pas longtemps. Donc, dans pas longtemps, et nous avons déjà commencé à travailler, à préparer des activités que nous allons organiser de nouveau avec le mémorial de la Shoah et en dehors. Donc, nous comptons encore une fois sur vous, parce que c'est s'il y a du monde qu'il y a partage, et c'est quand il y a partage qu'il y a justement des ouvertures des chemins de reconstruction. Alors, merci à tous.